Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver en ce mercredi 22 décembre 2021. On arrive quasiment sur la fin de l'année, c'est bientôt Noël. Et on peut pas dire que le mois de décembre ait été super bullish sur les crypto-monnaies. On va aller voir un petit peu ça, regardez ici en 30 jours. Je vais faire le résumé de ce mois-ci, de novembre, décembre, ça a commencé à peu près par ici. Voilà, donc le mois de décembre, on l'a commencé à 57 000 $, on est actuellement à 49, on stagne entre cette borne des 57 et ici on a touché les 41 000, mais voilà, on n'est pas dans un mois extrêmement bullish, donc effectivement ce qui est marrant c'est qu'on l'avait constaté, alors c'était si on reprend un peu les périodes de temporalité par rapport au mois de l'année, si on regarde, alors je vais me remettre sur le BLX. Ici, on va se mettre en mensuel. Si on regarde la fin du bull run de 2000, alors c'était en 2017, on va se mettre en logarithmique, excusez-moi pour les petites manips que je fais en direct à l'écran. On avait touché les 20 000 $, effectivement c'était le mois de décembre qui avait été le plus bullish, c'était la fin du bull run. Sauf qu'effectivement les périodes de temporalité ne sont pas les mêmes. Le halving avait eu lieu en juillet 2016, il y avait eu le sommet en décembre 2017. Nous on a eu un halving en mai 2020, donc logiquement, vu que là c'était juillet et là c'est le mois de mai, donc 2 mois avant, on pourrait estimer la fin du bull run il y a 2 mois, donc ici, à cet endroit-là, aux alentours des 65 000. Voilà, si on reprend les mêmes cycles de temporalité. Sauf que, effectivement, on constate qu'à chaque bull run, les cycles s'allongent. On observe que les nombres de semaines qu'il y a entre les halvings et les sommets s'allongent petit à petit. Et donc, on peut estimer que le bull run puisse continuer cette fois-ci, pourquoi pas jusqu'au mois de mai. D'autant plus que si on regarde l'indicateur stock to flow, que je ne vais pas réexpliquer une énième fois parce que j'ai déjà fait plusieurs fois avec vous le calcul que je vous avais montré. Si vous voulez vraiment savoir comment est-ce que c'est calculé, vous avez tous les détails ici. Vous allez sur le site Look into Bitcoin et vous allez pouvoir avoir ce graphique directement et plein d'autres, ce qui sont des indicateurs long terme très pertinents. Grosso modo, on peut se servir du stock to flow pour connaître la valeur intrinsèque du Bitcoin. Et je dis ça parce que effectivement ce modèle a été respecté depuis le début, c'est-à-dire que regardez, le cours jongle entre à la fois aller au-dessus de cette ligne marron que vous voyez qui représente le stock to flow et en dessous. Lorsqu'on est au-dessus, on peut estimer qu'on est sur une bulle spéculative, qu'on est vraiment trop haut par rapport à la valeur intrinsèque de l'actif et qu'effectivement ça serait logique que comme par un aimant finalement le cours revienne chercher cette ligne. Regardez ici, on l'a dépassé, on est revenu la chercher, on l'a dépassé à nouveau pour toucher les 1183 $, c'était en novembre 2013, pour ensuite réintégrer la partie basse. Donc effectivement, quand on était en dessous de cette ligne, là, c'était des niveaux très pertinents pour investir, puisque nous étions sous-évalués par rapport à sa valeur intrinsèque, on peut dire ça comme ça. Et ensuite, on est revenu jongler dessus pour, au bull run d'après, voilà, regardez, le dépasser. Alors là, c'est assez intéressant parce que regardez, le stock to flow indiquait un prix palier du Bitcoin à 5 000 $, et effectivement, on l'a dépassé en le multipliant par 4, cette valeur. Donc c'est-à-dire qu'on est passé de 5 000 à 20 000. Et ensuite, on vient comme par un aimant à nouveau aller chercher cette ligne de façon à rééquilibrer les choses. Voilà, la bulle a explosé, on est revenu sur des niveaux normaux de prix, on va dire, du Bitcoin, pour même casser ce dernier, parce que là, effectivement, tout le monde était un petit peu en panique lorsqu'on passe de 20 000 et qu'on retourne vers les 6, 5 000. Il y a beaucoup de gens qui paniquent et qui, par désespoir, revendent leur Bitcoin. Regardez, on casse de façon très rapide, finalement, cette ligne pour aller chercher les 3 000 $. On y reste un petit peu, finalement, avant de reprendre la valeur, de jongler à nouveau sur cette ligne des 5 000. Ensuite, il y a eu le halving suivant. Le halving suivant a fait que la quantité de Bitcoin produite chaque 10 minutes a été divisée par 2, ce qui implique la rarification de l'actif. Et donc sur ce graphique, on observe effectivement cette ligne marron qui représente le stock to flow augmenter. Alors pourquoi est-ce que ça augmente en diagonale et pas d'un coup? Parce que effectivement, lors du halving, la récompense est divisée par 2 directement. Tout simplement parce que dans le calcul, ils prennent la production de Bitcoin sur la dernière année. Et effectivement, quand on a le halving et que la production de Bitcoin est divisée par 2, eh bien, effectivement, chaque jour, finalement, ça augmente, puisque vu qu'on récupère sur le calcul, comme je vous disais, la production sur un an consécutif, des 365 jours, c'est progressif. Et du coup, un an après le halving, bim, on a le palier qui se produit. Ça, ce sont des choses logiques. Ce palier, aujourd'hui, il est situé à 77 000 $, quasiment les 80 000, regardez. C'est même indiqué ici aux alentours de septembre 2023, les 82 000. Alors effectivement, ça ne veut pas du tout dire que le cours sera ici. Vous voyez, on va bien chercher des niveaux bien plus bas des fois, des niveaux bien plus hauts, mais ça donne une idée un petit peu du niveau de prix du Bitcoin sur les 3-4 prochaines années. Mais ce que l'on constate également ici, c'est que pendant ce bull run, on n'a pas encore cassé cette ligne par le haut. On n'a même jamais atteint encore le niveau du stock to flow. On est vraiment en dessous.
puisque l'ATH du Bitcoin c'est 67 000 $ et le stock to flow c'est 77 000. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois, mais je serais pas étonné effectivement qu'on vienne la casser par le haut pour avoir une sorte de petite bulle. On va pas forcément le casser par 4 comme c'était le cas avant, hein. Regardez ici, on avait 164 $, on a touché les 1100, on l'a cassé quasiment par 10, bon j'exagère mais par 8, quelque chose comme ça, ou par 9, j'ai pas fait le calcul, mais ici voilà, ici vous êtes ici à 5000 et on l'a cassé par 4, on l'a multiplié par 4. Ici on peut imaginer multiplier par 2, peut-être 1,5, donc admettons les 77 000, on pourrait peut-être les dépasser, aller chercher les 100, 110 000 $ sur réellement un gros excès haussier. Et ensuite, comme par un aimant, revenir intégrer cette ligne avec une cassure par le bas peut-être moins importante que ce que l'on a vécu avant. Donc peut-être que sur le cycle qu'on est en train de vivre, on va peut-être pas perdre, comme c'était le cas les fois d'avant. Ici on avait perdu 85% de la valeur du Bitcoin entre les 20 000 et les 3200 $. Ici il y avait plutôt 95% de pertes sur le Bitcoin. Donc on voit que les cycles, le Bitcoin est de moins en moins volatile et j'imagine que c'est possible effectivement qu'on vienne chercher les 120 000 pour ensuite revenir aux alentours des 40-50 000 $ sur le Bitcoin au plus bas, avant pourquoi pas de jongler entre ces deux niveaux pour aller finalement se stabiliser autour de cette ligne. Et ensuite, on peut imaginer cette nouvelle hausse se produire voilà, à partir de mai 2024. C'est une estimation du halving, effectivement, là c'est une prédiction. On ne peut pas savoir exactement quand ça se produira. C'était une introduction avec une analyse plutôt long terme avec le modèle Stock to Flow que je vous passe assez régulièrement, mais là ça faisait longtemps, c'était l'occasion. Je vais enchaîner avec l'introduction, on va aller voir le cours du Bitcoin et notamment du coup des choses intéressantes comme l'order flow avec, on voit ici quelque chose qui se passe d'assez intéressant, beaucoup de personnes entrent en position sur les contrats dérivés. Il y a beaucoup d'intérêt en ce moment depuis ces quelques derniers jours sur le Bitcoin et probablement toutes les cryptos du coup par conséquence. Et on va enchaîner par regarder les 10 crypto-monnaies du portefeuille fictif. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. C'est un portefeuille que j'ai créé au début de la chaîne, vraiment au tout début, et que j'essaye effectivement d'agrémenter. C'est-à-dire que chaque semaine, je faisais chaque fois des transactions pour acheter par palier les crypto-monnaies intéressantes. Aujourd'hui, on a un portefeuille qui est bien rempli, avec pas mal de cryptos. Il reste encore 1000 € à investir, il y en a 9000 qui ont été investis. Et c'est vrai que, voilà, effectivement, le portefeuille a pas mal performé avec ses 10 000 € de départ. Il vaut maintenant 32 000, et ça va être l'occasion de regarder ces crypto-monnaies là parce que elles sont toutes intéressantes. Et derrière, au fur et à mesure, s'il y a cette dernière vague qui se produit, on va voir les objectifs de vente pour toutes ces cryptos pour essayer de sortir avec un maximum de profit sur ce portefeuille fictif avec plusieurs paliers de revente. Allez, c'est parti, je vous passe l'introduction, pensez à l'abonnement, au like, moi je vous dis à tout de suite. Et c'est parti, on débute avec le Bitcoin, bien sûr, et effectivement j'ai eu des questions dans les commentaires, beaucoup me demandaient est-ce que justement on était reparti pour une hausse ou voilà, qu'est-ce qui se passe, puisqu'effectivement il y a eu pas mal de performances ces 2 derniers jours. Après quand on regarde le graphique même en 4 heures, on voit que c'est pas quelque chose d'énorme, hein. Si on regarde simplement ce graphique, on constate, regardez, on peut se mettre une trendline très facilement comme ça, comme ceci, vous voyez, on observe qu'on l'a cassé par le haut sur le 4 heures, mais qu'effectivement on est encore bien loin d'aller chercher des nouveaux sommets, et qu'effectivement on a toujours cette trendline qui pourrait faire son rôle de support si jamais le cours était amené à y retourner dans les prochains jours. Si je dézoome du coup en weekly pour vous matérialiser à nouveau cette trendline pour la millième fois, effectivement on la constate depuis ici. Le mois d'octobre 2020, bon effectivement il n'y avait aucune trendline à ce moment-là, ensuite la deuxième touchette en juillet, cette trendline se forme et pourquoi pas revenir la chercher une troisième fois avant d'imaginer cette poursuite haussière. Je zoome à nouveau sur le graphique et regardez cette trendline que je viens de vous tracer à l'écran, c'est vrai qu'elle est assez pertinente en 1 heure. Ici je suis sur un time frame 1 heure, j'ai enlevé les corps de chandelle pour pouvoir, effectivement comme ça on visionne pas les mèches pour voir vraiment les clôtures de corps de chandelle. Effectivement à chaque fois on vient jouer dessus, on la dépasse très légèrement à chaque fois, que ce soit la hausse soit la baisse, ici pour la toucher également de façon parfaite et de façon précise, et là on vient la casser par le haut. C'est donc un bon signal qu'on a de se dire que potentiellement on pourrait venir la rechercher et continuer à pousser par la suite. En fait moi le scénario que j'envisage aujourd'hui, ça reste de la spéculation, je le rappelle, je n'ai pas de boule de cristal, je sais absolument pas ce qui va se passer. Ça serait pourquoi pas un scénario où on pourrait avoir un Bitcoin qui vienne chercher ici ces niveaux là, aller pousser une dernière fois un petit peu plus haut ici, peut-être pour aller chercher un deuxième sommet aux alentours des 51 000, et quand tout le monde pensera qu'effectivement là ça y est on est prêt pour aller chercher un nouveau sommet, on puisse à nouveau revenir chercher cette ligne une dernière fois pour hésiter encore un petit moment et derrière avoir la vraie performance qui se produit, de façon à faire hésiter le marché plus longtemps. Je pense qu'après cette grosse purge, le marché n'a pas encore assez hésité, le marché n'a pas encore assez attendu avant d'imaginer la poursuite. Voilà, en tout cas c'est le sentiment que j'ai.
Bien sûr, ça reste qu'un ressenti et ça n'empêche pas d'essayer de recharger à chaque fois qu'on a des petites bougies rouges pour être sûr de rentrer dans le coup, hein, si jamais vous voulez jouer cette dernière hausse, si elle a lieu. Si on dézoome un petit peu, je vais aller voir un petit peu cette purge qui avait eu lieu cette fois-ci en mai 2020, effectivement, quand le Bitcoin était passé de 60 000, ici aux alentours des 64 000, pour ensuite toucher à cet endroit-là, donc donc là c'était le 23 mai, les 32 000 $. Derrière, on pouvait penser que là c'était un bottom, on commençait à hésiter, vous voyez, on vient chercher un double top ici, exactement comme ce que je vous montrais avant, pour ensuite avoir une purge supplémentaire qui vienne chercher, qui est venue finalement chercher cette trendline, hein, qui est la même que celle qu'on a aujourd'hui plus loin. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est un scénario plausible, on l'a déjà vu dans le passé, ça veut pas dire qu'on va refaire la même chose, mais effectivement c'est une trendline qui fera probablement, qui jouera bien son rôle de support si on vient à nouveau la chercher. Et derrière, voilà, le marché a hésité encore un petit moment. Si on prend tout simplement une échelle de temps, on va tracer une ligne, voilà, entre vraiment ce bottom là effectivement et ensuite donc ce bottom là. On va copier cette ligne, voilà, comme ceci, hop. On va la copier, la coller, et on va la remettre juste après pour voir la période de temps, comme ceci. Vous voyez, finalement, il y a eu 2 fois cette période de temps avant qu'effectivement le marché se reprenne. Donc si on reprend ce scénario sur le cours actuel, on aurait effectivement cette période de temps qui est similaire. Hein. Admettons que l'on vienne chercher cette trendline dans les jours qui viennent, voilà, comme ceci. On pourra reproduire ceci et se la remettre juste après. Et on pourrait estimer effectivement qu'ensuite cette dernière vague pourrait débuter aux alentours du 19 janvier, avec pourquoi pas une poursuite haussière, voilà, en février-mars. Ça serait peut-être le moment de cette dernière vague qu'on pourrait imaginer sur le Bitcoin avec le retour aux 80 000. Mais il faut laisser le temps finalement au marché de digérer cette baisse, voilà, le temps que finalement beaucoup de monde commence à paniquer, pourquoi pas aller chercher des points bas, peut-être aller casser sur une mèche d'excès cette ligne de tendance, histoire que tout le monde panique, qu'on ait un crypto-fear encore faible, qu'on vienne liquider encore du monde, parce qu'on voit que là il y a beaucoup de gens qui rentrent en position. Certes, on a l'impression que c'est principalement à la vente, mais malgré tout j'aime bien voir plutôt des choses comme ça sur le funding grade. Vous voyez, là on est clairement sur des choses à la vente, c'est-à-dire que beaucoup de gens vendaient le marché pendant toute cette période, avec beaucoup de personnes qui entraient en position. Là je suis sur les contrats dérivés, je viens de passer un peu du graphique normal spot au graphique contrat dérivé, sans entrer dans les détails, hein, des explications, mais bon, je le passe assez régulièrement. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez déjà un peu compris, et pour les autres vous allez comprendre au fur et à mesure des émissions, mais grosso modo voilà, on constate clairement, en fait c'est ça qui est intéressant à voir sur ce graphique, c'est qu'on est sur un open interest qui explose. Donc là l'intérêt en tout cas des particuliers en général, et probablement des investisseurs de façon générale, l'intérêt sur le Bitcoin est revenu depuis le 10 décembre. On a énormément de personnes qui entrent en position, qui sont entrées en position pendant cette période là. Voilà, et ça ça a été pas arrivé depuis très longtemps, hein. Regardez, autant de bougies vertes ici, je peux même me mettre en clip pour le voir sur l'historique. Je vais supprimer cette ligne, voilà. Donc ici on a un historique jusqu'à septembre 2019 et on voit que des bougies aussi importantes sur l'open interest, c'est jamais arrivé depuis septembre 2019. Après là je suis sur la plateforme Binance, effectivement, il faudrait regarder les autres plateformes, etc. pour voir si c'est pareil partout. Mais c'est vrai que on peut se dire que l'intérêt revient. La question qu'on se pose, la question principale qu'il faut se poser quand on a ça, c'est de savoir si les personnes qui entrent en position actuellement, hein, regardez, je vais zoomer du coup là-dessus avec toutes ces bougies vertes ici en 4 heures, la question c'est est-ce que toutes ces personnes qui entrent en position sur le Bitcoin le font à la vente principalement ou à l'achat. On voit qu'effectivement on est plutôt neutre, c'est-à-dire que c'est autant dans un sens que dans l'autre, autant à la vente qu'à l'achat pour la plupart finalement de cette poussée. Malgré tout on voit qu'à des endroits, par exemple ici, il y a eu plus de personnes à la vente, également ici, plus de personnes à la vente. Et en plus cette période de temps là, vous voyez, ça a été accompagné par pas mal de bougies vertes également. Donc il faudrait, ce qui serait vraiment idéal finalement pour imaginer une poursuite haussière, ça serait effectivement que là on ait énormément de bougies dans ce sens-là, au niveau du funding rate, ce qui indiquerait que tout le monde passe à la vente et qu'on ait un open interest qui continue à grimper de façon explosive. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que beaucoup de gens misent sur une future baisse et qu'a priori on pourrait faire l'inverse pour venir liquider tout le monde. Et là ça pourrait annoncer finalement le début de cette dernière vague. On termine avec le Bitcoin par un petit coup d'œil sur le Crypto Fear and Greed. On est sur le niveau des 45, on redevient neutre. Donc attention, hein, là le Bitcoin ne pousse quasiment pas. Vous avez vu sur le graphique, hein, on a quasiment rien fait ici. Hein. On a fait une grosse chute et là on stagne en fait. On n'est pas en train de performer ou quoi que ce soit. Mais malgré tout, on revient directement sur un Crypto Fear and Greed directement neutre. Donc je pense que la peur n'est pas encore assez installée. Je pense qu'une dernière vague en fait serait réellement nécessaire, soit sur cette trendline, soit comme je le disais, une mèche d'excès, pour retrouver un Crypto Fear très faible et qu'ensuite, lorsque la remontée se fera, effectivement, le Crypto Fear and Greed montera très lentement, puisque les gens auront été choqués par une baisse trop forte.
Ça me laisse penser en fait que cette baisse qu'on a vécue n'a pas été assez importante pour choquer tout le monde, pour vraiment instaurer de la panique globale sur le marché. Et pour que ça arrive, il faudrait effectivement qu'on aille plus bas. Et qu'on aille plus bas pour aller chercher, pourquoi pas, sur une mèche les 40 000, quelque chose comme ça, histoire qu'il y ait vraiment quelque chose de très important, notamment au niveau des altcoins d'ailleurs, parce que c'est pareil, les altcoins se comportent très très bien. C'est peut-être aussi pour ça que les gens n'ont pas spécialement peur sur le marché en ce moment. C'est parce que les gens ont du Bitcoin et les personnes ont également des altcoins, non pas que du Bitcoin. Et regardez, les altcoins se portent très très bien malgré la chute du Bitcoin. On est sur un sommet sur l'altcoin dominance. Ça représente la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin. Et effectivement, cette dernière peut-être petite purge sur le Bitcoin pourrait entraîner également ceci sur les altcoins. Comme je l'ai répété les semaines d'avant, voir un Ether qui redescende en dessous des 3500 $, voire les 3200 $, c'est possible. Alors c'est pas un montant que je vous sors comme ça au pif, hein, c'est simplement, voilà, regardez ici, on a à peu près moins 15, moins 20%. Donc vous prenez, si le Bitcoin reste sur les niveaux actuels, vous prenez moins 20% sur les altcoins en général, et donc l'Ether pourra en perdre 15, quelque chose comme ça. Et donc en effet, c'est les niveaux de prix que j'ai cités avant. Voilà, donc après derrière, hein, si on reste dans le triangle et qu'on ne casse pas par le bas sur l'altcoin dominance, il est fort probable derrière qu'on vienne chercher de nouveaux sommets. En tout cas, on est bien parti pour. J'en ai fini avec tout ça, on va enchaîner du coup maintenant avec le portefeuille fictif et les 10 crypto-monnaies que je vais analyser avec vous aujourd'hui. Donc c'est un portefeuille que j'ai créé il y a un an, comme je le disais, avec un investissement de départ de 10 000 €. On a essayé d'acheter par palier plusieurs crypto-monnaies, c'est 10 qu'on avait prédéfinis à l'avance il y a un an. Effectivement, dans la vraie vie, quand vous faites vos investissements, vous allez rajouter des coins, vous allez en supprimer, vous allez revendre, acheter autre chose, etc. Moi j'ai vraiment fait ça pour l'exemple sur la chaîne et je voulais pas en mettre 50. Des cryptos, ça aurait été beaucoup plus compliqué à faire, vous l'avez compris, déjà en analyser 10, c'est déjà un petit peu long. Donc il y a eu plusieurs paliers d'achat qui se sont déclenchés. Effectivement, celle qui a le mieux marché dans toute cette liste, eh bien c'est IGLD, puisque regardez, il y en a 5 000 $, alors qu'on en avait acheté que très peu. Pour être précis, on avait consacré seulement 5% du portefeuille à l'IGLD. Là, j'ai remis les pourcentages ici de ce qu'on a consacré à chaque fois pour chacune des cryptos. 5% finalement de 10 000, ça fait 500 €. Donc 500 € qui se sont transformés en 5000. Donc effectivement, l'IGLD a multiplié sa valeur par 10 depuis que ces achats ont été déclenchés. Derrière, il y a l'Ether sur laquelle on a fait de très belles performances, puisqu'effectivement 2500, alors c'était combien, 20%, donc 2000 € étaient consacrés à cet actif qui aujourd'hui en vaut 14 000 sur le portefeuille. Après, le Bitcoin est beaucoup moins performant sur ce portefeuille fictif parce qu'on n'a pas pu déclencher tous les paliers d'achat. Derrière, Ripple également qui a pas mal performé, 10% c'était 1000, donc voilà, ça correspond maintenant à 2700. XTZ 8%, voilà, 800, 1200. Voilà, vous avez un peu les chiffres ici que vous pouvez vous mettre. Et UOS effectivement qui a été extraordinaire puisque 400 s'est transformé en 4000 ici. Vous voyez, donc ça dépend, c'est pour ça qu'on diversifie le portefeuille. On ne sait pas à l'avance lesquels vont performer, hein. Vous allez consacrer un portefeuille en mettant par exemple donc un certain pourcentage que vous voulez attribuer à chacune des crypto-monnaies, et derrière, certaines d'entre elles performent énormément et d'autres non. Par exemple, le SNX n'a pas du tout performé ici, hein. Donc sur les 5%, donc 500 $ qui étaient consacrés, on voit qu'on est même en négatif sur SNX. C'est un des seuls d'ailleurs actifs à être en négatif sur ce portefeuille fictif. Vous voyez, malgré cette dernière année qui a été incroyable pour les cryptos. Donc on n'est jamais à l'abri de ça en fait. Et c'est pour ça qu'un mettre tout son argent sur une seule crypto-monnaie, sur un projet où vous croyez fort, ça peut être risqué puisque si vous tombez sur le mauvais, vous risquez de vous retrouver avec même des performances négatives malgré un bull market. Alors ce tableau que vous avez à l'écran, je vous le partage. Effectivement, vous avez le prix des crypto-monnaies qui est récupéré en temps réel sur ce tableau, sur ce tableur. Et comment ça marche en fait? Vous allez ajouter toutes les cryptos que vous possédez. Par exemple ici, je vais vous faire l'exemple, hein, j'en ajoute une, comme ceci, Engine. Par un peu au hasard, donc ça met un peu de temps, hein, sur le tableau. Sachez que quand vous ajoutez une crypto, il y a pas mal de calculs qui se font avant de venir chercher les prix. Donc voilà, on connaît le prix de Engine en dollars et en euros, en temps réel, hein. Bien sûr, ça va changer toutes les 5 minutes, là le prix va être modifié, puisque c'est en temps réel. Derrière, une fois que vous avez mis toutes vos crypto-monnaies, vous allez pouvoir dire sur toutes vos plateformes, vous allez nommer toutes les plateformes que vous avez, Binance, Coinbase, Crypto.com, Ledger, Metamask, tout ce que vous voulez, et vous allez dire combien vous avez d'Engine sur chacune de vos plateformes. Admettons sur celle-là, vous en avez 100, là vous en avez 50, là vous en avez 30, etc. Vous mettez tous vos Engines, et derrière, automatiquement, vous allez voir que sur le tableau de bord, ça s'affiche. Vous en avez 100, ça vaut ça en dollars, ça en euros, ça représente ça par rapport au portefeuille total. Et vous allez pouvoir indiquer combien vous avez investi en mettant toutes les transactions par rapport à l'euro. Dès que vous achetez avec des euros, vous allez l'indiquer ici. Dès que vous vendez, vous allez pouvoir le mettre également ici. Vous allez connaître même votre plus-value par rapport à votre session. Enfin, il y a plein de choses en fait qui sont super sur ce tableau pour avoir un suivi global. Si vous avez plein de plateformes, plein de cryptos, vraiment, vous allez vraiment apprécier ce tableau, sachez-le. Ceci étant dit, je le partage sous l'échange
d'une donation. Vous avez sous chacune de mes vidéos, vous avez la description. Donc sur l'ordinateur, vous avez un petit plus. Sur le téléphone, vous cliquez sur le titre. Effectivement, vous allez retrouver un lien qui vous amène sur le site de CryptOrganize pour effectuer une donation pour obtenir ce tableau. Après, avec le tableau est fourni un tutoriel qui dure 30 minutes, qui détaille vraiment chaque action, chaque chose du tableau. Vous n'avez pas forcément besoin de tout regarder si vous connaissez un peu les tableurs, mais ça peut vous être utile si vous ne comprenez pas trop le fonctionnement du tableau, à savoir que j'explique vraiment chaque point en détail. Je termine par vous dire que le tableau est sur Google Sheet, tout simplement, et pas Excel, et je vais continuer avec directement les analyses des 10 crypto-monnaies du portefeuille fictif que l'on avait fait ensemble, en commençant bien sûr par l'Ether. L'Ether est très très haut, on l'a vu sur l'altcoin dominance juste avant, regardez, on est sur le même point, sur le même sommet ici qui avait été atteint en mai, alors que le Bitcoin lui est bien plus bas sur le graphique. On a vraiment un Ether qui pousse très très fort et qui est sur des niveaux très importants. Est-ce que du coup ça veut dire que c'est un bon investissement aujourd'hui? En fait peut-être que oui, parce que là vraiment on a une cassure qui s'est produite, donc regardez cette cassure, et là on revient tester une neckline, parce qu'en fait, si on prend tout simplement le graphique en droite, on voit qu'on est sur cette neckline. Donc je pense que les niveaux actuels peuvent être payés sur l'Ether. À savoir que comme je le disais, il est toujours possible et envisageable que l'Ether refasse une dernière vague baissière si l'altcoin dominance devait faire la dernière vague sur ce triangle qu'on a vu tout à l'heure, et ça pourrait l'amener aux alentours des 3000 $ par ici. Donc un investissement maintenant, un investissement plus tard vers les 3000, ça pourrait être jouable pour une future hausse, pour essayer de jouer et spéculer sur cette dernière vague. Malgré tout, attention, on reste très très haut ici, c'est pour ça qu'on a une très bonne performance sur l'Ether, sur le portefeuille fictif, on l'a vu à hauteur de 12 000, 13 000 $, avec un investissement seulement de 2000 $, parce qu'on a pu en acheter à chaque fois sur des grosses vagues baissières. Il y a eu des retracements de 61,8 à chaque fois, notamment ici, à plusieurs reprises en fait, on a pu acquérir de l'Ether à bon prix, et la première fois qu'on en a eu, c'était en dessous des 1000 $, c'était au mois de... Donc là je suis en décembre 2020, voilà, c'était sur ces niveaux-ci, vous voyez. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle ce portefeuille possède autant d'Ether. Je vais finir cette analyse avec des chiffres un petit peu précis, un petit peu plus précis sur l'Ether. Admettons, comme je le disais, qu'il y ait cette dernière vague baissière, enfin en tout cas sur l'altcoin dominance avec ce petit retour. Quels sont les niveaux qui pourraient être atteints? Aujourd'hui on est sur un niveau pertinent parce qu'on a le 23,6. Donc si vous avez peur de manquer le train, voilà, pour moi c'est le niveau, le premier niveau où on peut acheter en général sur un retracement. Derrière, vous avez les 38,2, 3500 $, les 0,5, 3200. Et derrière, si vous voulez être plus prudent et acheter que à vraiment un bon prix, vous avez les 3000 $, 2944 pour être plus précis, aux alentours des 61,8 de Fibo. Est-ce qu'on peut réintégrer cette zone de rechargement? C'est possible, mais c'est vraiment pas une chose que j'envisage. Donc vous pourriez vous mettre un petit dernier palier au 2400. C'est probablement qu'il ne serait pas atteint, mais au moins vous l'auriez fait, et si jamais on y va, vous seriez probablement très très gagnant par la suite, si jamais la poursuite haussière se produit avec un Ether qui pourrait, on le sait, aller chercher les 10 000 $ sans problème dans les mois qui viennent, comme je le répète, si on a cette dernière vague haussière sur le Bitcoin et donc le marché des cryptos de façon générale. Voilà pour ça, on va continuer avec XRP. XRP par rapport au dollar. Donc ici, sur le portefeuille, comme je le disais, il y a eu des petites performances de fait, mais pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Regardez ici, on était en janvier 2021, décembre, octobre 2020, on est aux alentours des 26 centimes, donc effectivement on a pu en acquérir à un prix assez intéressant. Aujourd'hui on est sur les 94 centimes, mais on le voit, si on le compare au graphique de l'Ether qu'on a visualisé juste avant, je vais me remettre en bougie du coup, on voit qu'on est quand même sur quelque chose de vachement plus bas ici. On a même, je dirais, quasiment quelque chose d'intéressant pour acheter, puisque regardez, on a cette trendline qui est venue supporter le cours plusieurs fois. Si on reprend un Fibo qui récupère cette première hausse qui a eu lieu, on est revenu chercher la zone de rechargement. Voilà, si on prend un Fibo qui récupère cette deuxième hausse, comme ceci, regardez, on va pas prendre le sommet, là il y a une grosse mèche d'excès, on va prendre cette mèche-ci. On a, pareil, un Ripple qui est venu chercher la zone de rechargement également, 78,6 et la trendline, parfait. Si on reprend une troisième fois ce Fibo, du coup, avec, attendez, excusez-moi, hop, comme ceci, avec cette hausse suivante qui est beaucoup plus faible et qui apparemment semble prendre plus de temps à se faire avant d'un nouvel ATH, on n'a pas fait de nouveau sommet en tout cas, mais malgré tout, on voit qu'on est quand même encore revenu sur la zone de rechargement avec cette mèche d'excès et la trendline. Il faudrait vraiment qu'on vienne confirmer ce W pour avoir la confirmation sur Ripple que peut-être quelque chose se préparerait pour aller chercher de nouveaux sommets ici. En tout cas, les niveaux actuels sont pertinents pour remettre des paliers d'achat, même si on ne sait pas si effectivement le bullrun va se poursuivre. On sait que là, on est sur des niveaux bien plus pertinents que lorsque nous étions sur le 1,30 $, ici ou les 1,70 $, ou même quand on a touché les 2 $ au mois d'avril. Voilà, on est sur les 94 centimes sur XRP. Je vais continuer maintenant avec du coup Tezos, sur lequel pas mal d'achats se sont déclenchés également, sur lequel il n'y a pas eu de performance extrême, sur lequel
on pourrait imaginer quelque chose qui pourrait se produire à l'avenir, donc selon moi c'est pareil, c'est une crypto-monnaie qui n'a pas encore performé, qui pourrait être intéressante pour l'investissement. Quand je vous parlerai par exemple d'IGLD ou des cryptos qui ont énormément performé, genre UOS, etc., on verra que on est probablement plus sur des bons niveaux d'achat, hein. Mais sur Tezos, c'est pas le cas, on est plutôt sur des bons niveaux. Alors je le regarde ici par rapport au dollar, il faudrait le regarder par rapport au Bitcoin pour avoir plus d'historique. Effectivement, on avait quelque chose de très haut avant, avec une grosse chute, et là une reprise qui s'opère depuis, regardez, 2019, en tout cas par rapport au dollar, il avait touché les 36 centimes, là, c'était en quoi, en février 2019, pour performer, etc. Là, on est dans un joli canal aussi, en fait. Et par rapport au Bitcoin, on le constate également, ce canal, ce qui veut dire que quand on a une poussée, il pousse plus ou moins tout seul, et quand il descend aussi plus ou moins tout seul, il est moins, on va dire, soumis aux fluctuations du Bitcoin, ce dernier. Et effectivement, ce canal, il est intéressant, puisqu'on vient chaque fois chercher les bornes basses, pour ensuite aller chercher les bornes hautes. Si on vient le casser dans un sens ou dans l'autre, ça risque d'être très explosif. Même si on est déjà très explosif entre les deux, comme on peut le constater. On a touché ici sur cette mèche les 3,16$, on est approximativement à 4,32$ sur Tezos aujourd'hui. On a eu, donc il y a 2 semaines, une petite grosse poussée sur les 6$ pour réintégrer directement des niveaux plus bas. Effectivement, je l'ai analysé plein de fois sur la chaîne, cet actif, et je ne pense pas qu'on va revenir sur ce niveau-ci, qui est donc cette trendline. Parce que là, on est par rapport au dollar. Il faudrait, pour faire bien, en fait, le regarder par rapport au Bitcoin. Je vais vous montrer ça, vous allez comprendre. On voit en fait que là, cette fois-ci, sur le graphique par rapport au Bitcoin, on l'a vraiment bien touché. Et c'est clairement ce qui a entraîné cette grosse hausse, ici, lorsqu'il a touché les 6$. On a pu le constater vraiment sur ce graphique, c'est pour ça qu'il est pertinent. Ici, on a le même canal haussier, on est vraiment sur la borne basse, et on pourrait aller chercher cette borne haute. Alors là, vous pouvez imaginer un petit peu ce qu'elle représenterait, cette borne haute. Si on la met comme ceci, vous voyez, on peut imaginer sans problème, finalement, un Tezos qui, par rapport au niveau actuel, aille chercher 150% de sa valeur, en tout cas, qu'il prenne par rapport au Bitcoin. Si vraiment on vient casser ce niveau-là par le haut, ensuite, vous avez ces niveaux précédents, là, comme ceci, qui pourrait être atteint. Donc un Tezos qui ferait ici, regardez, 300-400%, donc simplement en faisant un double sommet, ou même beaucoup plus haut par la suite, c'est imaginable, donc ce qui ferait un prix, pourquoi pas, entre les 20 et les 30$ sans aucun problème s'il y avait cette dernière vague. En tout cas, c'est mon ressenti, c'est pour ça que sur le portefeuille fictif, on va les garder. Je pense que dans les semaines qui viennent, je vais me remettre sur ce portefeuille fictif, on va essayer de faire des vases communicants. Quand je dis vase communicant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit que sur ce portefeuille, il y a énormément d'Ether et pas assez d'autres petites cryptos. Peut-être qu'on va pouvoir acheter, par exemple, ça serait peut-être malin d'acheter du Tezos avec de l'Ether aujourd'hui, maintenant qu'il a performé, pouvoir rééquilibrer un peu les valeurs sur ce portefeuille. C'est ce que je fais moi sur mon portefeuille personnel. Simplement, sur la chaîne et ce portefeuille fictif, je ne l'avais pas travaillé au quotidien. Mais on le fera peut-être ensemble. Voilà pour Tezos, on va continuer avec celle d'après. On va aller regarder le Litecoin maintenant. Donc LTC, on va le faire par rapport au dollar pour commencer. Je pense qu'on va même rester sur le graphique par rapport au dollar. Et ce qu'il va falloir comprendre sur le Litecoin, c'est qu'effectivement, il n'a pas du tout performé. Malgré le fait qu'il soit passé de 34 ici à 408$, et aujourd'hui on est à 155, si on regarde son graphique par rapport au Bitcoin, on voit qu'en fait, en réalité, il a juste suivi la tendance. Regardez, il ne fait que baisser par rapport au Bitcoin. Il est très bas en fait, cet actif par rapport au Bitcoin. On est même sur un double bottom ici. Donc on est sur des niveaux très pertinents d'achat quand on le regarde par rapport au Bitcoin. Certes, par rapport au dollar, oui, on a vu ses performances. Il a suivi la tendance du marché. Sauf qu'il n'a même pas fait de nouveaux sommets par rapport à ses niveaux de 2018. Il a établi un énorme W sur le temps qu'on a cassé, qu'on est venu retester avec la neckline. On est même encore, si on regarde de façon précise, je me suis trompé, si on regarde de façon précise cette neckline, comme ceci, on est même dessus quasiment aujourd'hui sur les prix actuels. Elle se situe plus approximativement aux alentours des 140$. Là on est à 155, donc clairement pour quelqu'un qui souhaite investir dans le Litecoin, peut-être que vous êtes sur un niveau pertinent, voilà, tout simplement. On le voit par rapport au Bitcoin, on le voit également par rapport au dollar ici, avec cette trendline en plus qu'on peut se mettre. Sans parler des Fibos que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais qui sont selon moi, et je pense pertinents. Allez, on va quand même le regarder avant d'enchaîner avec la suivante. Voilà, regardez, on est sur les 78,6 de façon très précise. On les a touchés sur les alentours des 145$. Donc tout coïncide pour le Litecoin, à voir si effectivement ça va se produire ou non. Bien sûr, on spécule, on ne sait pas ce qui se passera. On l'utilise pour diversifier au cas où, si ça marche. On va aller voir le DOT, donc Polkadot. On va commencer par le DOT par rapport
au dollar. Je me mets ici sur la plateforme Binance. Bon voilà, on a ces deux trendlines qui sont assez bien placés. D'ailleurs, je vais les laisser à l'écran, hein. Ça me plaît pas mal. Ici, nous étions en décembre 2020. Il était aux alentours des 4-5 dollars. Hein. Le DOT n'existe pas depuis très longtemps. C'est une crypto-monnaie assez récente finalement. Derrière, bah, regardez, on a performé énormément pour venir chercher les 44 dollars. On a retracé énormément pour revenir chercher les 12 dollars. Effectivement, après une poussée aussi extrême, on pouvait estimer que là, c'était plutôt une bulle. Comme sur la plupart des cryptos, le Bitcoin avait touché des sommets très importants également aux alentours des 64 000 dollars. Derrière, le marché est redescendu sur les 30 000 dollars pour le Bitcoin. Et regardez, le DOT a perdu, lui, si on reprend son sommet avec ce bottom, 73% de sa valeur. On ne pouvait pas savoir jusqu'où ça allait descendre. Hein. Là, c'était compliqué. Cette trendline, en fait, au moment, si on se place, on va dire, sur la période de temps où là, le cours du DOT était en train de crash énormément, on ne savait pas jusqu'où ça allait descendre puisqu'on n'avait pas de trendline précise à se tracer. Maintenant, on a cette trendline, on peut se la mettre grâce à ce bottom. Malgré tout, comment on aurait pu faire pour saisir cette occasion? Ça aurait été simplement de se mettre le Fibo, voilà. Et le Fibo, lui, par contre, ne ment pas. On n'a pas de trendline, mais c'est pas grave, on avait le Fibo. Et les 78,6 aux alentours des 11,90$ auraient été juste un point parfait pour acheter. Avec, vous le savez, quand on ne sait pas quel niveau bas va être atteint, vous mettez des paliers, 61,8, 78,6, etc., pour pouvoir lisser vos achats. Donc voilà l'état actuel, on vient chercher ici au mois de novembre 2021, donc c'est très récent finalement, alors que le Bitcoin, lui ici avait touché également les 67 000, hein, faut pas oublier, il a quand même fait un ATH récemment, le Bitcoin, mais on n'a tellement pas dépassé de beaucoup l'ATH qu'on s'en rappelle déjà plus. Mais effectivement, ici à ce moment-là, le DOT, lui, a touché les 55 dollars, également il a fait un ATH. Et derrière, on retrace énormément, comme le Bitcoin, voilà. Il fait vraiment de grosses fluctuations, hein. Et si on reprend pareil le Fibo comme ceci, clairement, si vous voulez acheter du DOT, n'hésitez pas, aux alentours des, voilà, donc là on est plutôt sur les 26 dollars, donc clairement entre les 27 et les 20 dollars, ce sont les niveaux pertinents. Là, c'est le moment idéal pour recharger du DOT, clairement. On va enchaîner, et je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que il en reste encore beaucoup à faire, je suis en train de voir. On va regarder XMR, du coup, par rapport au dollar, assez rapidement. Monero, qu'est-ce qui se passe sur Monero? Et pareil, on a un scénario un peu similaire à celui du Litecoin, c'est une crypto-monnaie qui existait déjà en 2018, donc ça va me permettre de faire assez rapide et assez bref dessus. On avait ce W qui s'était formé, on voit qu'on est plus compressé, qu'on a une plus grosse performance. Lors du mois de mars 2020, on a touché les 30 dollars pour aller chercher les 532 dollars ici, avec cet énorme retracement qui s'est produit par la suite. Là, ça sent un petit peu mauvais, disons qu'on vient chercher à chaque fois des plus bas, donc là, c'est pas hyper pertinent. Malgré tout, si on regarde ce W de très long terme, on a ce niveau-là qui est assez pertinent aux alentours des 120 dollars. Les niveaux actuels peuvent être payés pour XMR. Si on reprend cette hausse, on voit qu'on est dans la zone de rechargement. Malgré tout, comme on l'a vu sur les altcoins précédents et sur la plupart en général, les 78,6 sont très bien respectés. Donc un XMR Monero qui viendrait chercher les 132 dollars serait pertinent. Si jamais vous avez cette petite bougie d'excès aux alentours des 119, et effectivement vous auriez bien fait de mettre votre ordre ici. Mais clairement, on va dire entre les niveaux des 150 grosso modo et les 120, vous êtes sur des niveaux pertinents pour investir dans le Monero. Ceci étant dit, on va continuer avec IGLD. Donc cette fois-ci, on va commencer par arriver sur des cryptos qui, elles, ont énormément performé cette dernière année. Donc les graphiques ne vont pas vraiment ressembler à ce qu'on a vu avant. Certes, il y a des retracements, mais les performances ont été tellement extrêmes au préalable que ces retracements semblent minimes. Parce qu'en novembre 2020, quand on a commencé à investir sur l'IGLD sur la chaîne, il valait 10 dollars, vous voyez. Donc il a touché ici les 558 dollars lors de la folie avec leur échange décentralisé, avec Maillard Exchange, avec le MEX, etc., etc. Ça a créé une folie ici. Ça, c'est une folie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir repérer les bulles. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas revendu mes IGLD, je les ai mis dans le pool avec les MEX. Effectivement, je les ai retirés assez tôt pour pas me faire avoir. J'ai surtout profité de farmer du MEX au début et de gagner quelques IGLD. Malgré tout, j'ai pas revendu. Ça aurait été plus avantageux de revendre ces IGLD lorsque il était à 500 dollars. Mais c'est pas facile à faire. Même si on a les indications qu'il faut, regardez, je vous mets ici un Fibo de prolongation. L'indication qu'il fallait, ici, c'était les 161,8. On a eu cette bougie d'excès qui fait qu'on les a dépassés jusqu'à toucher les 560 dollars. Mais le niveau pertinent pour revendre, c'était celui-ci, les 468. Au moins pour reprendre une partie de ses profits. Derrière, on a ce retracement qui se produit, c'est pas grave. De toute façon, on mise sur du plus long terme. On essaye, même sur le portefeuille fictif, d'aller déterminer plusieurs paliers de revente sur cette fin de bull run. Et vu que je pense que c'est pas la fin du bull run, c'est la raison pour laquelle je ne revends pas spécialement mes cryptos malgré ces baisses et ces chutes. Là, on revient chercher cet ancien sommet sur IGLD. Donc on reste pourquoi pas sur des niveaux qui peuvent être achetés, 250 dollars. Mais attention, attention, on peut aller plus bas encore. Et vous pourriez encore vous prendre un moins 50% si vous vouliez investir maintenant. Je vais pas prendre cette bougie d'excès là-haut.
Je vais supprimer le Fibo de prolongation. Voilà, on a vraiment cette zone qui selon moi est pertinente. IGLD, entre les 200 et les 139 dollars, c'est pertinent. On l'avait vu avant, hein, après cette première poussée, cette première hausse. Moi j'avais dit, attention, il fallait acheter de l'IGLD entre les 100 et les 60 dollars. Je m'en rappelle encore. Hein. Je me rappelle encore, même moi, quand je parlais de ça, j'y croyais pas. Je pensais même pas que le IGLD allait atteindre ces prix-là. Et il l'a fait en fait, il l'a fait. Et j'étais assez fier de moi, je me disais en fait mon analyse elle était pas si bête, moi qui n'y croyais pas du tout, mais je l'avais quand même dit sur la chaîne parce que on avait l'indication du Fibo qui me le donnait, hein. Et regardez, on avait touché pile poil les 78,6 à 55-56 dollars. C'est pas pour autant que j'en ai acheté comme je vous le dis, mais ça m'a permis de montrer ces niveaux sur la chaîne et peut-être que certains ont pu en profiter, notamment les nouveaux qui sont arrivés, etc. Moi j'ai pu en acheter plutôt vers les 10 dollars, hein, je l'ai pas vendu depuis, donc mais pour les nouveaux qui arrivent au fur et à mesure sur la chaîne, à chaque fois j'essaye de montrer les niveaux pertinents pour rentrer sur le marché. Mais quand on va arriver vers la fin du bull run, clairement ça sera pas la même approche que j'aurai avec vous, hein. Il faudra bien comprendre que les personnes qui vont arriver sur ma chaîne et qui vont vouloir s'abonner pour suivre toutes les analyses, etc., mais que ce sera par exemple aux alentours du mois de mars, avril, mai, admettons que ça se passe comme prévu, que le Bitcoin a cherché les 100, 120 000, je risque sur la chaîne d'être un petit peu désagréable, en tout cas aux personnes qui sont complètement euphoriques sur le marché. Je vais préférer commencer à vraiment imaginer des gros paliers de revente, en tout cas moi pour mon portefeuille personnel, et vu que moi je translate ce que je fais dans la vraie vie, eh bien c'est ce que je vais faire. Si derrière il y a une bulle spéculative qui amène le Bitcoin à 300 000, je regretterai pas d'avoir fait tout ça, parce qu'il y a une règle d'or en fait dans l'investissement, c'est qu'il vaut mieux revendre trop tôt que trop tard. Si vous revendez trop tôt, vous allez pas regretter ce que vous avez fait. Si vous vendez trop tard, vous risquez peut-être de perdre déjà plus d'argent et en plus vous allez avoir du mal à revendre parce que vous allez avoir vu l'actif 2 fois plus élevé. Vous allez vous prendre par exemple un moins 50%, vous n'allez pas comprendre. Il faut toujours de toute façon revendre par palier, garder un petit pourcentage. Admettons que le Bitcoin monte à 300 000, j'aurai toujours un petit pourcentage pour profiter de cette hausse, même si c'est 5% du portefeuille total que j'avais à la base. Vous voyez, bref, on va continuer du coup. Allez, je vais arrêter avec tout ça. On va continuer. On est sur SNX, Ocean, UOS, Engine. Le problème c'est qu'on est déjà à 35 minutes de vidéo. Je vais les faire deux par deux peut-être. Alors SNX Ocean, on va diviser l'écran en deux. Hop, tac. Comme ceci, voilà. Donc là, clairement, on a un SNX qui, lui, est très négatif, hein. On n'a pas fait de bonnes affaires, hein, dessus sur le portefeuille fictif. On a cassé carrément... on casse tous les niveaux par le bas, en fait. Donc, est-ce que c'est pertinent d'acheter? Peut-être, effectivement, puisque ça l'était pas toutes les fois d'avant. Cette fois-ci, on a cette trendline qui se positionne. Donc, acheter du SNX maintenant, pourquoi pas, finalement? Puisqu'on est venu tellement bas maintenant qu'on peut se dire que peut-être on est prêt à reprendre de la valeur. Malgré tout, faudrait peut-être pas y consacrer une grosse partie de son portefeuille, hein, parce que il m'a un peu déçu ces derniers temps, en fait. J'ai même pas envie spécialement de recharger moi du SNX, mais après tout c'est qu'un ressenti personnel. Là je suis en train de vous parler avec mes émotions, mais clairement quand on regarde ce portefeuille fictif, ça serait peut-être assez malin de consacrer les 2000 euros par exemple qui sont sur les terres et de débalancer sur le SNX, puisqu'on sait pas ce qui pourrait se passer, hein. Là on est vraiment sur un niveau intéressant finalement quand on regarde le graphique, mais je vous laisse juger par vous-même un petit peu la chose. Ici on enchaîne avec Ocean par rapport au dollar qui, regardez, est plutôt pas mal. On est sur une tendance, on va dire un canal haussier comme ceci. Ici on a touché, on est aux alentours des 92 centimes, on a touché quasiment les 2 dollars. On a eu un retracement assez important en mai 2021. Regardez, on est redescendu pareil comme d'habitude, les 78,6 qui sont toujours bien fournis, hein. À chaque fois on vient les toucher de façon précise. Et là regardez, on se reprend petit à petit. Donc on reste sur des niveaux pertinents. Si on reprend cette dernière hausse comme ceci, on est revenu, regardez, chercher à nouveau les 61,8. Alors là il y a cette grosse bougie verte de cette semaine qui est en train de se faire avec, regardez, si je zoome un petit peu, on va peut-être se mettre ici en daily, voir ce qui s'est passé. Ouais, c'est aujourd'hui en fait. Là je suis en train de vous montrer un actif qui est en train de performer en fait. Il a touché aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, les 1,23$. Il a pris dans la journée, comme ceci, 46%, donc c'est quand même énorme, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais voilà, on est sur des niveaux pertinents. Peut-être que c'est simplement le fait qu'on vienne toucher les 68, c'est le niveau psychologique intéressant, mais il doit y avoir d'autres raisons fondamentales qui font que peut-être là on est sur quelque chose qui pourrait performer. En tout cas c'est un actif sur lequel je crois beaucoup et qu'effectivement contrairement à SNX j'en rechargerai sans problème s'il fallait, mais bon je pense que j'en ai la quantité suffisante dans mon portefeuille personnel. Ceci étant dit, on va terminer l'émission avec UOS et Engine. Alors je viens de me rappeler que Engine, je l'ai rajouté pour l'exemple tout à l'heure, en fait il ne fait pas partie de ce portefeuille fictif, il faut que je le supprime à nouveau. Mais ça va pas m'empêcher d'aller vous l'analyser quand même. Alors je l'enlève ici, là il va disparaître tout seul, hein, de toute façon, là, ça prend un peu de temps, voilà. Eh bien on va quand même l'analyser maintenant qu'on est dessus. Là je l'ai à droite, hein, ici. Donc on a quoi? On a un actif qui a pas mal performé. Regardez, en décembre 2020 il valait que 15 centimes. Il a quand même touché les 5 dollars, hein. Donc là on est sur quelque chose
d'extrêmement bullish. Ça concerne les jeux vidéo, c'est un token finalement qui permet d'établir plein d'actions, d'acheter pourquoi pas des NFT, de les revendre, etc. C'est le token mère du marketplace qui est disponible sur la plateforme Engine. Il y a pas mal de jeux qui sont sortis, donc c'est quelque chose de très gros. De très gros, et ça s'est vraiment vu sur le marché. Malgré tout, les fluctuations restent énormes. On est passé de 15 centimes à 3,90$ pour ensuite revenir chercher les 96 centimes. Et c'est effectivement, comme d'habitude, les 78,6. Le retour sur un niveau haut. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est sur des niveaux pertinents? C'est la question qu'on se pose. On va se mettre le Fibo comme ceci. Alors là, je suis en daily. Voilà, on est venu chercher les 61,8. S'il y a cette dernière vague baissière sur le coin de dominance, sans problème, il pourra revenir chercher les 1,66$. Malgré tout, ça reste sur des niveaux assez pertinents. Après avoir touché les 5$, on a quand même le token à moitié prix. Mais c'est vrai que cette poussée a été tellement forte. De toute façon, vous ne le retrouverez jamais à 13 centimes, ce token. Il y a une réelle prise de valeur à prendre en compte ici, clairement. Malgré tout, pouvoir l'acquérir encore sur les 1,66$ ou pourquoi pas les 1,38$, ça c'est possible. Regardez, on peut se mettre une ligne de tendance comme ça, si on veut. Et on se dit qu'effectivement ça pourrait correspondre à un prix très intéressant. Maintenant regardons US. Donc US c'est pareil, c'est un token qui a énormément performé. Là je suis en weekly. Ici regardez, novembre, janvier 2021, il valait 12 centimes. Il a touché les 2,50$. Donc c'est une performance très importante. Peut-être moins que Engine, mais quand même. Je dirais même que sur ES, la réelle performance est beaucoup plus récente que sur Engine, puisque là on a vraiment commencé réellement à performer lors de cette poussée et cette cassure, c'était finalement récent, c'était le 1er novembre, pour aller chercher ce sommet-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose qui est encore très haut, on prend un Fibo comme ceci, on voit la zone de rechargement par ici, on voit la trendline qui se situe par là, donc clairement moi, si j'étais investisseur et que je voulais vraiment acquérir de l'UOS, qui est une crypto-monnaie, pareil, liée à l'écosystème des jeux vidéo, je le ferai ici, entre les 94 centimes et les 52 centimes, sur cette trendline. Et je laisserai passer le train si jamais elle devait continuer to the moon dans les semaines qui viennent. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'en ai fini pour l'émission du jour qui était extrêmement longue. Vous allez peut-être même pouvoir la regarder en plusieurs jours, où j'espère que vous avez pensé à accélérer la vidéo. Vous avez simplement un petit bouton pour pouvoir accélérer les vidéos également. Mais sinon, si vous avez tenu jusqu'à la fin sans accélérer et que vous avez regardé les 40 minutes, franchement, respect à vous, ça veut dire que vous êtes un de mes fidèles abonnés. Donc voilà. Allez, je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. À très bientôt. Salut tout le monde.